beaucoup. On poursuit avec la présentation des Bouddha. Bien. Oui, oui. C'est vrai que ça rentre bien, l'intervention de Tiffon rentrait bien également dans la table 3 sur l'origine des couleurs. En tout cas, on peut trouver des liens. Donc, on va passer à l'intervention d'Edith Bruder, qui est ethnologue donc, au CNRS. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Donc, chercheuse associée à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Et elle a publié en 2008 aux presses universitaires d'Oxford The Black Jews of Africa, History, Identity, Religion. Et en 2013 chez Albin Michel, un Black Jews, donc en français. Et donc vous allez nous présenter une intervention sur mythe et redéfinition identitaire au XXIe siècle du judaïsme noir en Afrique et aux États-Unis. Merci. Voilà. Alors bonjour à tous et merci à Vincent et aux organisateurs de cette réunion et merci de ces échanges qui sont très riches et qui nous permettent de faire un tour sur la question. Comment je passe au suivant là? Parce que je ne veux pas vous faire de bêtises. C'est pas du la diapositive, je fais ça? Oui. Donc, Deux fois. Une seule fois après. Mais... Et par la suite, une fois. Ça peut passer. Voilà. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un phénomène qui est celui des judaïsmes afro-américains et africains. Je dis bien les judaïsmes parce qu'ils sont différents. Ils sont semblables et différents. À l'origine, pour reprendre le contexte, aux États-Unis, depuis la fin du 19e et le début du 20e, ont émergé des groupuscules, plus ou moins importants, plus ou moins actifs, plus ou moins virulents, affirmant une ascendance, affirmant descendre des Hébreux. On a beaucoup parlé déjà de ça dans ce séminaire, je vais l'évoquer simplement. Par ailleurs, en Afrique, depuis la fin du 20e, de nombreux groupes se sont identifiés aux tribus perdues. Donc, on va partir sur ces bases-là pour examiner les différentes séquences de la genèse et le substrat mythique de ces judaïsmes. Je vais tout de suite évoquer cette phrase que j'aime beaucoup de Stanford. On peut se demander à notre époque, en fait, comment le mythe des tribus perdues occupe toujours cette place. Il le dit, que ce mythe continue à jouer son rôle, un rôle dans les civilisations judéo-chrétiennes de l'Occident, de façon épisodique, à éclipse, mais il est toujours dans le champ de la modernité, et nous allons voir à quel point. Évidemment, à l'origine, il y a l'Ancien Testament, l'histoire de la libération des Hébreux par Dieu dans le livre de l'Exode, qui est investi par les groupes qui soient afro-américains ou africains, qui est investi C'était un texte séminal qu'on va appeler herméneutique de la libération, c'est-à-dire Dieu est à côté de nous et nous emmènera vers la liberté. Il y a bien sûr les spéculations et les prophéties d'Isaïe sur l'emplacement des 10 tribus. Il y a donc les tribus perdues en Afrique. Il y a la prophétie de Sophonie, Couche étant considérée comme le lieu d'exil des tribus. Il y a la légende de Salomon et de la reine de Saba, qui constitue un mythe d'origine, sachant que le Képhanagast, écrit en Guèze, est un livre fondateur pour l'Éthiopie, mais pas seulement. Mais pas seulement, parce qu'il raconte cette rencontre. Il raconte comment Métélite est né donc de l'union de Salomon et de la reine de Saba, comment il fonda la dynastie salomonique et comment Haïlé Sélassié en est le descendant. Donc en quelque sorte, les Éthiopiens seraient descendants des Hébreux, les Falachas en étant l'incarnation, sachant que après la christianisation au IVe siècle de l'Éthiopie, a fait que ça a été un petit peu mis de côté.
On vient de parler beaucoup de Ham. Ham apparaît dans la Genèse. Dans la Bible, il n'y a pas de connotation négative sur Ham. Elles viennent du Talmud. C'est un système de glissement et de glissement épistémologique et de contradiction théorique dans le Talmud et dans les exégèses qui, comme l'a évoqué Titouan, sont passés du péché à la malédiction, de la malédiction à la couleur, sachant que Ham en hébreu veut dire chaud. Vous voyez, il y a eu des associations. Là, il faut vraiment se plonger dans tous ces éléments pour détricoter la façon dont ça s'est construit. Tout ceci, tout l'ensemble de cette identification est à l'origine de la création d'une mémoire collective, et cette mémoire collective est elle-même, constitue elle-même en soi une résistance politique. Sur ces bases, il s'est passé pas mal de choses. Tout d'abord, des chercheurs de tribus, les chercheurs de tribus juifs, tels Eldad le Danide au XIe siècle, Benjamin Tudel, Patatia de Ratisbonne, Bertinoro et bien d'autres. Au IXe siècle, Eldad considérait qu'il avait trouvé des fils de Moïse, coupés du monde par le Sambatyon, le fameux fleuve qui s'arrête, qui coule, à l'exception du samedi. Donc, au IXe siècle, Eldad écrit « Leur foi est parfaite et leur Talmud entièrement en hébreu. » Mais ils ne connaissent pas les rabbins, car ceux-ci étant postérieurs au Second Temple, ils ne sont pas parvenus jusqu'à eux. Alors, ils sont impurs, aucun objet impur, aucune volaille impure, aucun serpent, aucun chien, et ils ne parlent que la langue sacrée, ils prennent tous les bains rituels et ne jurent jamais. Donc, Eldad a été à la source de très nombreuses constructions, dont la légende de prêtre Jean. C'était en 1106, il y a un mystérieux correspondant qui a écrit à Comène, et qu'il, en fait, le prêtre Jean n'a vraisemblablement jamais existé. Mais il a repris cette mystérieuse missive, a repris ce que disait Eldad. Entre nous et les Juifs coule une rivière si rapide que personne n'est capable de la traverser, donc le Sambatyon. Les Juifs sont 2 fois plus nombreux que les chrétiens ou les Sarrasins, mais le grand roi d'Israël nous paye un tribut de 200 chevaux. Donc ça a consolidé, même si c'est complètement fictif. Là-dessus, il y a un petit peu d'histoire. Les légendes qui ont été corroborées à partir du 7e siècle par les voyageurs arabes. Al-Idrissi mentionne la présence des Juifs dans le pays des Lamlam, au voisinage des mines d'or et plus occidental, le Mali actuel. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu remettre dans un contexte. Il y avait des groupes juifs à la limite du Sahara qui commerçaient avec le Mali. Là-dessus, on a des souches. Donc, bien sûr, 7e siècle, ça fait tôt, mais il semblerait que ce soit possible. De ce fait, ces récits ne paraissent pas forcément aussi pittoresques en termes d'inventivité que les écrits d'Eldad ou de ses successeurs. Al-Zuri dira sensiblement plus tard, ce sont des gens qui suivent la religion juive. On se rend chez eux à partir de Coco et d'Ouargla, ils lisent la Torah. On importe chez eux à partir du Sahara et de l'Andalousie des tissus, etc. Ça, c'est dans Kwok. Et par la suite, ultérieurement, au XVe et au XVIe siècle, Ibn Khaldoun et Léon l'Africain ont confirmé l'existence de sociétés juives en Afrique impliquées dans le commerce transsaharien. Disons que là, ça paraît plus rationnel que de le penser à compter du 7e, tout ça par recoupement historique. Si on a en tête tout cet ensemble, on va faire un saut dans le temps et dans l'espace.
et s'intéresser au contexte politico-religieux des États-Unis à la fin du 19e. Tout le contenu, et ça nous le savons bien, tout le contenu de l'Ancien Testament a fait que les prêcheurs et les prophètes ont abondamment puisé dans cette identification avec l'histoire du peuple juif. Ils y ont puisé sans peine compte tenu de leur situation, de leur persécution, dispersion, exil et esclavage. Et puis, compte tenu de leur situation politique et de l'interaction entre l'exclusion des Noirs du système politique et la fonction substitutive des églises. Donc, c'est le moment où le religieux s'est institué en vecteur politique. Les théories afrocentristes, on en a parlé beaucoup hier, je ne vais pas m'y attarder, mais les théories afrocentristes sont imprégnées de nationalisme ethnique. L'éthiopianisation, je vais y revenir un petit peu plus loin, est un élément extrêmement important de ce modèle de pensée. Donc les premiers afrocentristes, bien avant Hassan, dont nous avons parlé hier, Delany, Horton, Blyden et Du Bois, ont évoqué très fortement l'origine éthiopienne, donc salomonique, de leur peuple. Garvey était surnommé le Moïse noir et il a utilisé abondamment le thème du retour, je le cite, quand un juif dit « nous aurons la Palestine », le même sentiment nous vient quand nous disons « nous aurons l'Afrique ». Donc il y avait également cette dimension messianique. Donc cette notion d'une descendance illustre et d'une mission divine a été parfaitement intégrée dans les espaces mentaux des Afro-Américains. En Afrique, un contexte aussi de discrimination, de contexte colonial. Dans ce contexte-là, les églises indépendantes africaines ont surgi à la suite de la publication de la Bible dans les langues locales. Je vais citer Desmond Tutu. La Bible s'est avérée être le livre le plus subversif imaginable dans une situation d'injustice et d'oppression. Avec la production des traductions de la Bible, les Africains pouvaient lire la Bible hors de la tutelle des missionnaires. Ça, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire la captation des contenus en direct par les Africains. Ça a donné dans les faits qu'il y a eu une orientation progressive de la vie religieuse africaine inspirée des valeurs de l'Ancien Testament. Et de ce fait, les Africains, certains Africains, ont établi fortement des correspondances entre l'Ancien Testament et les traditions africaines, notamment sur la nature monothéiste des religions africaines. Là, je ne peux pas approfondir pour une question de timing, mais de très nombreux auteurs, dont Beatty ou Kwesi Dixon et d'autres, ont vraiment, analysé le monothéisme des religions africaines, ce qui casse quand même un certain nombre d'idées reçues. Par ailleurs, en Afrique toujours, les représentations eurocentriques ont eu une puissance insoupçonnée. Alors, bien sûr, dans tous les esprits, existait dans tout l'imaginaire occidental, il existait une représentation légendaire de l'Éthiopie et de l'Afrique. Pour les missionnaires européens, la chose était très évidente. Ils ont utilisé un répertoire de procédures comparatives dans le but de décrypter les religions et traditions africaines. Ils les ont interprétées selon ce répertoire. Donc, ils ont établi très fortement des relations entre les religions traditionnelles africaines et le judaïsme, suggérant donc une interaction directe pendant l'Antiquité entre les religions tribales africaines et hébraïques. J'en viens à l'hypothèse hamitique, qui est un mythe extrêmement ancien, l'hypothèse hamitique, qui date du Moyen-Âge, mais qui a trouvé une énergie exceptionnelle au moment de la colonisation, puisque, par exemple, les Maasai, considérés comme étant nilotiques, affublés de cette dénomination de nilotiques, étaient, selon Jensen, celui qui les a étudiés,
directement descendants des Hébreux. Donc, ce qui était accessible par les traductions de la Bible dans les langues locales a été confirmé par les comparaisons établies par les missionnaires. C'était un renforcement. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé ici jusque-là, c'est la promiscuité raciale, cette stéréotype d'une promiscuité raciale entre Noirs et Juifs. Tacite avait en son temps établi une description des Juifs qui était extrêmement proche de celle des stéréotypes utilisés par les Noirs, pour les Noirs. Cette notion de promiscuité, d'abord, est devenue un lieu commun, et dans la mesure où les Juifs et les Noirs personnifient l'autre, celui qui n'est pas comme moi. Je vais vous citer quelqu'un au 19e qui s'appelle Knox. Le caractère africain du Juif, sa bouche et son visage en forme de museau, l'excluent de certaines autres races, les yeux longs et fins, les angles extérieurs s'échappant vers les tempes, le front et le nez formant un ligne convexe, les lèvres épaisses, la bouche proéminente, un menton petit, et la physionomie, comme souvent basanée, évoque l'Africain. On en vient à quelque chose que j'ai évoqué il y a un moment, c'est le processus de reconnaissance des Panachia Beta Israël qui a été, qui a donné son intensité à tout ce qui était là et larvé. J'y reviendrai. Le processus de reconnaissance et leur rapatriement, le rapatriement de ces Éthiopiens en Israël, a constitué une reconnaissance complète et totale d'une descendance physique des tribus perdues. Donc, la légitimation du concept de noir juif. Ça, c'est pour les Africains. Il faut savoir qu'à partir de 1911, Faïtlovitch, qui était l'élève d'Alevi, a séjourné, en tout cas une fois en 1911 et 2 autres fois à New York, où il y avait déjà des groupuscules qui s'étaient formés. Donc ces échanges ont fait que sur le terreau que je viens de décrire est venu se greffer ce processus de reconnaissance qui a apporté en quelque sorte une confirmation évidente, qu'il a apporté aux États-Unis et qu'il l'a apporté en Afrique. En avançant un petit peu vite, entre tout cela a donné qu'entre 1919 et 1931, il s'est créé 8 synagogues de Black Jews à Harlem et puis à Chicago. Ces groupes avaient des connaissances rudimentaires de la loi et des traditions juives orthodoxes et ils constituent en quelque sorte les premiers mouvements, des mouvements de précurseurs du nationalisme noir. Ils incarnaient une avant-garde de la réinvention de soi, des Noirs. Tout ça dans un contexte qui est loin d'être univoque. Pourquoi je dis cela? À partir des années 1970, et même en ayant avancé ensemble dans la lutte pour les droits civiques, il s'était établi un climat de compétition communautaire important opposant les Noirs et les Juifs. Et tout cela a mené certains auteurs afrocentristes à l'affirmation d'une foi juive originellement noire. Ben Johanan en est un exemple, l'homme de couleur et le juif authentique, c'est-à-dire en quelque sorte, les juifs blancs, il le disait, sont des imposteurs. Ça, ce sont les commandements Kippers. Les commandements Kippers, on va dire que c'est un groupe, un mouvement emblématique du judaïsme noir aux États-Unis. Son leader était Rabbi Matthews, qui avait été ordonné rabbi, alors il faut mettre bien sûr rabbi entre guillemets, par un certain Clark, qui avait lui-même monté un groupuscule un petit peu avant. Ce qu'on voit sur ces photos, enfin, ça c'est Rabbi Matthews, mais on voyait sur la photo précédente qu'il y avait donc des juifs blancs qui se sont associés à ce mouvement, qui ont soutenu ce mouvement. Je vais faire un saut dans le temps
ces mouvements ont évolué, se sont multipliés. Il faudrait pouvoir les nommer tous. Je vais essayer de juste évoquer les Hébreux-Israélites. Les Hébreux-Israélites sont originaires de Chicago, ont adopté les principes ou le système d'organisation mentale que je viens d'ébaucher. Ils ont connu des travers parce qu'ils sont tous partis au Libéria en pensant y faire souche et ils ne l'ont pas fait, donc ils sont repartis en Israël où ils ont eu quelques difficultés d'intégration au départ. Maintenant, ils sont parfaitement intégrés. Ce qui veut dire qu'ils ont professé leur identité juive différente, avec des traditions qui ne sont pas du tout orthodoxes, telles que la famille, et qu'ils perpétuent parfaitement ce mouvement dans le temps. C'est-à-dire que c'est un judaïsme vu par eux. Donc des communautés afro-américaines, il y en a de très nombreuses. D'abord, il y a tous les juifs biraciaux qui sont issus des mariages mixtes. Il y a des Black Jews convertis, mais je vais revenir à la question de la conversion, les Hébreux-Israélites. Il y a les Rastafari, dont on a parlé, bon, ils ne sont pas aux États-Unis, mais presque. Et il y a un point qu'on évoque rarement, ce sont les descendants des Juifs qui ont quitté l'Espagne au moment de l'Inquisition, qui sont devenus planteurs dans les îles des Caraïbes comme Eudon ou au Suriname, où il y a eu beaucoup d'unions entre des planteurs juifs et leurs esclaves, avec énormément de conversions, c'est-à-dire que les petits garçons étaient circoncis, etc. Donc là, il y a toute une mouvance qui n'est pas assez traitée à mes yeux, que je traite dans un ouvrage qui sortira en 2023, et qui constitue dans la mémoire collective un élément très important. Je parle du Suriname, mais il y a bien d'autres îles où cette mémoire subsiste, mais elle n'a ni été mise en avant, ni été valorisée. Pour ceux qui en parlent, c'est une évidence. Je ne sais pas si ça l'est pour tous. Donc, alors, ce qui frappe, donc, c'est l'ensemble de ces communautés totalement décentralisées et hétérodoxes. Bon. En 1967, il y a eu la création d'un conseil des Hébreux-Israélites. C'est surtout depuis 1995 qu'un rabbin très charismatique qui s'appelle Carlos Kunal a essayé de rejoindre le Chicago Board des rabbins. Et ça s'est bien passé et il a été et il est à ce jour le seul noir faisant partie de ce board. Il a créé dans l'esprit d'une organisation nationale et internationale l'Alliance of Black Jews pour les États-Unis, mais avec des percées et des allers-retours en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Donc en fait, si on fait un bilan extrêmement rapide et succinct, il existe à ce jour une multitude de mouvements juifs noirs hétérodoxes avec des prises de position par rapport à leur histoire, à leur légitimité extrêmement variées. Il ne faut pas chercher l'unité. En Afrique, là je vous montre les Igbo du Nigeria. Ce qui peut certainement vous frapper dans cette photo, c'est qu'ils sont habillés comme les Juifs d'Europe centrale. Quand on leur demande pourquoi, ce que j'ai fait, ils vous disent parce que les Juifs, c'est comme ça. Donc là, par contre, c'est là où on change complètement de registre. Il y a un souci de conformisme extraordinaire. Par exemple, l'histoire de la conversion. Aux États-Unis, il y a des conversions, mais il n'y en a pas tant que ça. En Afrique, il y a une demande, une attente et un travail de conversion qui est gigantesque.
Et quand je vous dis gigantesque, c'est que quand vous allez dans une synagogue au Kenya, des petits gamins, leurs pères et les grands-pères vous récitent les prières en hébreu. Je vais vous expliquer ensuite comment ça s'est arrivé. Voilà, ça c'est au Nigeria. Sachez qu'il y a une douzaine d'années, j'ai dénombré, entre Abuja et Port Harcourt, au Nigeria, j'ai dénombré 35 synagogues différentes. Je l'ai fait en contribution avec mes correspondants nigérians, parce que comment vous vouliez que moi j'aille trouver des synagogues au fin fond du bush si on ne me disait pas qu'il y en avait. Et toutes très autonomes. Donc, ces mouvements de Juifs nord d'Afrique, ils sont très clairement issus des églises indépendantes du Nigeria. J'aimerais bien vous dire un mot sur tout ce que j'ai listé en dessous, et tout n'y est pas. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'avancer, peut-être, et de vous parler d'un groupe très antérieur, les Limba d'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui ont affirmé leur descendance des Hébreux tout de suite après le rapatriement des Falachas. Et j'aimerais pouvoir vous dire un petit mot sur la communauté des Kasuku au Kenya, qui sont des nouveaux juifs, parce que le modèle des tribus, il est là, mais il n'est pas prédominant dans leur discours du tout. Tout cela, en tout cas, utilisent très abondamment, quel qu'il soit, des comparaisons entre leurs coutumes traditionnelles et celles de l'Ancien Testament. Ils sont dans l'aspiration, comme je vous disais, à la conversion, et ils pratiquent, et il a été pratiqué, ils pratiquent toujours des conversions collectives. L'observance des commandements est essentielle pour eux, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de certains groupes afro-américains. Il y a un autre élément qui a été aussi extrêmement déterminant, et je vais vous parler des Limba. Professeur Mativa était en 80, à l'époque du rapatriement, qui était un universitaire, était le président du LCA, qui est Limba Cultural Association. Cette association a été fondée en 1948 dans un contexte de discrimination important et à un moment de délocalisation par rapport au Bantoustan. Cette association s'est formée dans l'esprit de pouvoir conserver les pratiques de ce groupe. Et puis elle a évolué avec le temps. Et les Limba ont développé leur tradition orale, certainement aidée par les anthropologues qui leur envoyaient en miroir des comparaisons. Et leur tradition orale explique qu'ils ont traversé Poussela et rétabli Sénat. Ça, c'est très court, très bref, je vous le dis aussi rapidement que possible, le fait qu'ils seraient venus d'ailleurs. Des généticiens, à la suite de ces affirmations des Limba, qui ont eu une écoute évidente, ont décidé d'effectuer des tests ADN sur eux. Et ces premiers tests ont révélé des marqueurs du chromosome Y trouvés dans d'autres populations juives, la présence d'un chromosome particulier indiquant une descendance paternelle non africaine, et je vous en passe parce qu'il y en a d'autres, il y en a eu d'autres, c'est le Cohen Model Haplotype, qui est l'haplotype qu'on trouve chez les Cohen. Voilà. Ces résultats, tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'ils sont cohérents avec les traditions orales de descendants juifs. Autant vous dire qu'entre les Falachas et ça a été une traînée de poudre. Donc, cet ensemble a activé une nouvelle histoire ethnique pour l'ensemble des Africains. Je vais vous parler du Kenya. C'est beaucoup plus récent. Il y a les communautés jusqu'au début des années 2000
insistait énormément, je pense au Ghana, je pense aux Igbo, insistait énormément sur leur relation à l'Ancien Testament. Les communautés plus récentes, qui ont émergé notamment au Cameroun et au Kenya dans les années 2000, je dirais qu'en quelque sorte, elles se sont libérées de cette nécessité, si tant est que c'en sont. Et je pense au Beth Yeshurun, dont le leader Serge Télémadi, après plusieurs mutations religieuses. Il faut voir qu'il préside, que ce qui précède le judaïsme, c'est l'appartenance à différentes églises. Auparavant, il y a eu la religion rendue obligatoire, il faut bien le dire, par les missionnaires. Après, il y a eu les églises indépendantes, la même chose aux États-Unis. Et après, progressivement, il y a eu ce déplacement vers le judaïsme. Kenya, c'est exactement ce qui s'est passé. Je vais vous passer les différentes étapes. Avant de décider d'adopter le judaïsme, les Juifs de Kalaou, les Kasuku, ont été des Juifs messianiques. Des Juifs messianiques à la suite de la venue d'un missionnaire américain qui je ne sais pas, je crois en 6 mois, mais c'est en 6 mois, a converti au judaïsme messianique énormément de gens dans la région. Et il y en a beaucoup, et je les ai rencontrés, ils sont très actifs, très présents, très militants, mais ils restent messianiques jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Messianique, c'est le discours convenu. Quand on discute avec eux en tête, le discours qui est derrière, c'est une étape. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur les Juifs d'Ol-Kalaou? On est bluffé, si vous voulez, par leur implication. Leur vie entière tourne autour de cette question de leur judaïsme choisi. Ils disent bien choisi, ils disent qu'ils considèrent que le judaïsme leur convient mieux, qu'il est plus juste. Ils ont étudié tous l'Ancien Testament. Alors, il y a une part de résistance, c'est évident aux missionnaires. Il y a quand même une très très grande part qui me frappe du fait qu'il semblerait que cette spiritualité, la spiritualité du judaïsme, leur convienne beaucoup, beaucoup mieux. Donc en gros, que ce soit chez les Afro-Américains ou chez les Africains, il y a la revendication d'une altérité distinctive en s'extrayant du corps noir tout en se fondant sur un modèle blanc. Pour les Afro-Américains, il n'y a pas de nécessité d'accéder au judaïsme par la conversion. Il y a une généalogie éthiopienne, pas besoin de se convertir, c'est presque vexant. Il y a l'accès à une histoire du préjudice plus valorisée. J'ai mis valorisé entre guillemets, mais de toute façon, ils sont dans les victimes. Alors autant être dans les victimes, pas trop victimes. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais je suis sûre que vous voyez la nuance. Il y a une hiérarchie des souffrances, et dans cette hiérarchie, ils se sentent mieux en tant que juifs et noirs qu'en tant que noirs tout court. Pour les Africains, on est sur le même terrain identitaire. Les symboles culturels et religieux du judaïsme constituent la source d'inspiration qui leur permet de restaurer une identité très malmenée par le colonialisme, puisqu'ils avaient dû renoncer à toute leur structure mentale religieuse. Donc, pour les Africains, l'identification aux Juifs est inséparable de la construction d'une identité sociale et politique. Je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails, je vois l'horloge. Je vais juste vous évoquer au passage les Igbo et le Biafra, les Tutsis et le Rwanda. Autant vous dire que les mouvements se nourrissent abondamment de ces situations politiques. Je ne vais pas conclure parce que c'est une histoire en route. Il est certain que ces judaïsmes noirs sont au cœur des débats
entre les différentes dimensions de la judéité. Est-ce que, et ça ce sont des vrais débats, des débats qui ont lieu en Israël et qui créent de très très fortes oppositions entre les différents organismes politiques et religieux. Donc, est-ce que le judaïsme, c'est une généalogie ou est-ce que c'est une affiliation culturelle? Ces questions se posent énormément. Ces groupes ont produit de nouveaux récits et des constructions qui associent la noirceur et la judéité. Ils se sont donc libérés d'une définition raciale généalogique de la judéité. Il y a de toute évidence une aspiration très forte à l'universalisme. Et bien sûr, ils remettent en question tous les critères halachiques conventionnels de la transmission. C'est donc une réalité nouvelle dans le paysage religieux du XXIe siècle. Alors, point 1, cette réalité aiguise le débat sur la question inépuisable de l'identité juive. On n'avait pas attendu les Juifs africains pour se poser la question qui est juif. Mais là, elle est virulente. Et cette nouvelle donne transforme à la fois le paysage religieux du judaïsme et celui de l'Afrique et de sa diaspora. Et je vais vous ajouter que si on s'en réfère aux projections démographiques des Nations Unies, en 2100, 40% de la planète sera africaine. Voilà. Laissons les choses se poursuivre et se faire. Voilà. Il y aurait beaucoup plus à dire, vous pensez bien. Je crois que j'ai déjà dépassé un petit peu.